commencer. Alors, pour cette deuxième table ronde, je vous prie d'accueillir Madame Catherine Lalumière, qui nous fait l'honneur et l'amitié de venir depuis Paris et de l'applaudir très chaleureusement. Je la présenterai plus longuement tout à l'heure parce que je vais juste là aussi vous donner quelques chiffres pour parler des femmes en politique, des femmes politiques. J'ai juste mis 2 ou 3 petites diapositives parce qu'actuellement, on compte 27% de femmes à l'Assemblée nationale et 25% au Sénat. Sur cette diapositive, vous voyez qu'il y a eu différentes lois à partir de 1999 pour favoriser la parité femmes-hommes en politique. Et il reste encore du chemin à faire. Voilà, donc nous avons actuellement 27% de femmes à l'Assemblée nationale contre 25% de femmes au Sénat. Pour les élections alors si vous regardez un petit peu ces chiffres, la femme qu'on appelait avant en littérature la moitié de l'homme ne compte donc que pour un quart. Mais il y a beaucoup de progrès qui ont été réalisés quand on regarde donc avant 1999 et cette toute première série de lois qui se sont donc étalées pour favoriser la présence des femmes en politique. Si nous regardons les élections municipales, celles de 2014, les derniers chiffres nous donnent un pourcentage de conseillères municipales de 40,3%, ce qui vraiment commence à progresser énormément, c'est presque la parité. Donc, toute taille de commune confondue, contre 35% en 2008. Donc, vous voyez, on voit bien que ça progresse assez vite. Néanmoins, si nous regardons de plus près, les femmes, donc sur ces 40,3% de femmes conseillères municipales, c'est dans les villes de plus de 1000 habitants, celles qui sont soumises aux contraintes de la loi sur la parité, selon donc les données du Haut Conseil à l'égalité. Mais on ne compte que 16% de femmes maires, donc très très peu de grandes villes. Il y a 6 femmes maires de villes de plus de 100 000 habitants. Donc vous voyez, quand on regarde les chiffres de près, nous voyons que la parité n'est pas encore tout à fait accomplie. Si nous passons aux conseils régionaux, c'est une belle victoire, mais là aussi, il y a des scrutins de liste avec des listes paritaires, puisqu'on compte en 2010 48% de femmes dans les conseils régionaux. Et elles n'étaient que 27% en 1988. Donc on voit bien qu'il y a une belle progression. Mais, une femme seulement est présidente de conseil régional. Alors, pour les conseillers généraux, là, ça n'est pas bien du tout. Ces messieurs gardent le pouvoir, puisque les femmes ne sont que 13,9% à être élues. Mais je pense que là aussi, le mode de scrutin dont on débattra certainement également tout à l'heure, y est pour beaucoup. La promotion des femmes ne peut pas se faire. Alors la parité en politique, elle est donc loin d'être atteinte au niveau local quand on regarde les choses un petit peu plus finement, mais je terminerai là sur les chiffres et Madame Lalumière, si vous le permettez, je vais vous présenter rapidement, vous compléterez derrière moi. Madame Lalumière a eu son premier poste de ministre en 1981, secrétaire d'État chargée de la fonction publique et de la réforme administrative. Il faut noter que les postes ministériels réservés aux femmes jusqu'alors l'étaient souvent sur des secteurs dits féminins. La petite enfance, la famille, etc. etc. Donc vous, tout de suite, pour votre premier poste, vous avez un poste avec une grande responsabilité. Ensuite, vous êtes nommé ministre de la Consommation dans le second gouvernement Pierre Mauroy. Puis, votre secrétariat d'État est rattaché au ministre de l'Économie, des Finances et du Budget d'alors, Jacques Delors. Puis vous êtes nommé secrétaire d'État chargé aux affaires européennes dans le gouvernement Fabius en 1984. À ce titre, vous êtes signataire pour la France des accords de Schengen en 1985. Par les temps qui courent, c'est pas très populaire. Oui, par les temps qui courent, ça n'est pas très populaire. Mais je défends Schengen.
Et réélu député en 86 et 88, vous êtes nommé secrétaire général du Conseil de l'Europe en juin 1989. Maintenant, me semble-t-il, à cause de cette histoire de gifle, les gens comprennent peut-être un peu mieux ce qu'est le Conseil de l'Europe. Mais lorsque vous prenez vos fonctions, c'est le premier mandat exécutif international confié à une femme. Donc c'est la première fois, donc c'est très important pour être noté. Et surtout, vous recevez le secrétaire général du Parti communiste de l'Union soviétique, Mikhail Gorbatchev, qui vient exposer sa vision d'une Europe rassemblée au sein d'une maison européenne commune. Et le sujet, vous l'avouerez, est encore d'une actualité brûlante. Oui, on a régressé. Et on a bien régressé. Et vous avez eu la chance et l'honneur d'inaugurer les nouveaux bâtiments de la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg, à la fin de votre mandat du Conseil de l'Europe, en mai 1994. Vous êtes élue députée européenne pendant 2 mandats successifs, en 1994 et 1999, et vous vous voyez confier la vice-présidence du Parlement européen entre 2001 et 2004. En 2003, vous êtes portée à la tête de la Maison de l'Europe de Paris. Ce sont des associations dont l'objectif principal est de promouvoir la citoyenneté européenne. En 2008, vous êtes élue à la tête de la Fédération française des Maisons de l'Europe, association qui rassemble plus d'une trentaine maintenant de maisons dans toute la France, et vous l'êtes toujours actuellement. Je tiens aussi à remercier très rapidement Madame Yvette Roudy, qui n'a pas pu venir pour des raisons de santé, féministe convaincue, militante convaincue et ministre, qui a porté 2 lois importantes pour les femmes, le remboursement de l'IVG et une loi pour la parité, pour l'égalité de l'homme et la femme qui travaillent en entreprise en 1993. Mais Madame la Lumière, je vais vous laisser la parole. Ensuite, mesdames, vous vous présenterez. Et juste une petite explication sur le choix de la table ronde. Notre université ayant 3 sites, nous avons voulu honorer les sites de Vannes, Lorient et Pontivy. Nous avons voulu avoir différents types de mandats politiques et sans trop nous pencher sur les couleurs politiques. Voilà, Madame la Lumière, avez-vous des précisions à apporter à ce que j'ai dit ? Non, à l'âge que j'ai, évidemment, ça a toujours un côté un petit peu nécrologique. Hein, parce que mon rapport à la politique, disons, commence exactement en 1978. Bon, ça me fait déjà un bail quand même. Et auparavant, c'était l'université. C'est pour ça que je suis heureuse d'être dans une université. Et au passage, pas une mauvaise préparation, l'université, pour faire de la politique. Bon. Alors, ce que vous avez rappelé, merci d'avoir jalonné comme ça ces diverses ce parcours. J'ai conscience, si vous voulez, d'être arrivé en politique dans cette phase intermédiaire. Avant, c'était vraiment pratiquement impossible pour une femme de faire de la politique, ou tout au moins c'était très, très rare, quoi. Et depuis, on a progressé. On n'est pas arrivé à des choses merveilleuses, et tout à l'heure, les témoignages de nos collègues chefs d'entreprise le montraient, mais malgré tout, on a progressé. Et en matière politique, il y a quand même quelques années, on aurait été étonné d'avoir comme maire de Paris une femme et son principal challenger également une femme. Donc ça montre une évolution des mentalités qui est quand même très importante. Alors, je pense que les personnes qui m'entourent apporteront aussi des témoignages, mais leur présence est déjà révélatrice d'un changement non négligeable. Il reste encore beaucoup d'obstacles à surmonter. Je pense que les unes et les autres, on en parlera. Donc j'ai conscience d'être dans la phase intermédiaire entre la période des féministes, vous avez cité Yvette Roudy, on peut citer Antoinette Fouque, qui ont mis toute leur énergie pour commencer à ouvrir la porte.
Et je suis arrivé dans le paysage avec une porte qui était déjà ouverte. Entrouverte. Et entrouverte, oui, entrouverte, tout à fait, entrouverte. Et elle n'est pas encore aujourd'hui entièrement ouverte. Donc je suis dans cette phase intermédiaire où la porte s'ouvre un peu plus. Globalement, j'ai l'impression que, pour moi, personnellement, le fait d'être une femme a été tantôt favorable, tantôt défavorable. Favorable, vous avez cité en 81. François Mitterrand est élu, il va constituer son gouvernement. Il se croit obligé, c'est l'air du temps, de faire appel à des femmes. Bon. Qu'il ait été très confiant dans nos qualités intrinsèques, en tout cas pas forcément les qualités professionnelles. Bon, donc de ce point de vue-là, il se force un peu. Bon. Mais c'est un politique qui sent l'air du temps. Et c'est comme cela que, alors que je n'avais pas de qualité particulière pour entrer au gouvernement, il cherche des femmes qui étaient dans le Parti socialiste, qui avaient à peu près la formation adéquate. Et nous sommes à l'époque, si je ne me trompe pas, 4 à entrer au gouvernement. Bon, c'est pas beaucoup sur l'ensemble de l'équipe, et c'est considéré comme quelque chose de très nouveau. Giscard d'Estaing, avant, avait aussi eu quelques femmes, dont Françoise Giroud. Mais c'était quelques femmes. C'était encore des symboles et des exceptions. Donc, là, ça m'a aidé d'être une femme. Où j'ai été gênée, et ça, je pense que mes consoeurs diront à peu près la même chose, c'est pas au niveau le plus élevé, c'est au niveau des appareils politiques. Et je pense qu'en politique, dans ce secteur politique, le grand blocage, ce sont les appareils de parti, droite ou gauche confondus. Alors, là encore, ça évolue. Bon. Vous avez quand même des femmes qui occupent des postes important dans l'appareil. Je ne partage pas ces idées, loin de là. Enfin, Marine Le Pen est une femme, mais elle semble réussir au moins aussi bien que de son point de vue. Hein. Je ne m'en félicite pas, mais enfin, je constate que son père. Quoi. Donc, il y a quand même des appareils de parti qui ne rejettent pas systématiquement les femmes. Mais les plus mauvais moments que j'ai passés, c'est à cause des appareils. Alors, peut-être si on a le temps, mais je ne voudrais pas monopoliser le micro, je vous raconterai dans la fédération de la Gironde, à laquelle à l'époque j'appartenais, des séances musclées en 1986. Et là, il fallait désigner la tête de liste, et croyez-moi, ça a été sportif. C'était à l'époque, en 86, si je vous rappelez ces temps lointains, le scrutin n'était plus pas uninominal pour des législatives, c'était un scrutin de liste. Ah oui. Et l'enjeu était qui sera tête de liste, en l'occurrence de la liste socialiste, puisque j'étais au Parti socialiste. Et comme j'étais la seule au gouvernement, il me paraissait nécessaire, normal, que je représente les couleurs du gouvernement. Ah là là. Mais tu ne te rends pas compte, Catherine, le département de la Gironde, c'est un département rural, avec que des gens plutôt âgés, sur l'ensemble du département, mais ça va être une catastrophe. On va perdre des voix. Ça va, et puis en plus c'était grave parce que le poste tangent était occupé par le fils du président, le fils de François Mitterrand. Nous allons faire battre le fils du président. Pendant des semaines, ça a été une pression continuelle. On va perdre des voix, on va faire perdre un Mitterrand, c'est une catastrophe, etc. Et là,
je dirais que pour la première fois, je me suis sentie féministe, parce que je ne suis pas vraiment féministe. Et là, j'ai dit, pour les femmes, je ne peux pas capituler. Parce que si je capitule, ça va... C'est fini. Bon. Donc, j'ai tenu bon, on est parti, et cette année-là, ceux qui étaient, parce que beaucoup de visages sont beaucoup trop jeunes pour avoir vécu ces années-là, mais il y avait simultanément les législatives et les régionales. Et la liste régionale était présidée, dirigée par un homme. Et nous sommes partis le même jour, aux mêmes heures, liste régionale masculine, liste législative avec moi. Bon. Et le soir, j'étais vraiment... Enfin, toute la journée, j'étais dans mes petits souliers. Et le soir, la liste législative avait plus de voix que la liste régionale. Et je faisais les meilleurs scores dans la région de Langon, ceux qui connaissent la Gironde, très rurale. On m'avait dit, là, ce sera une catastrophe. En plus, c'est plein de chasseurs. Hein, bon, vous voyez les directives, oiseaux et autres. Bon, donc, on va perdre des voix. Et j'ai fait les meilleurs scores dans ce canton-là. Donc, en réalité, je l'ai vu cette fois, puis ça a été renouvelé après, assez vite, l'électorat a accepté que ce soit des femmes. Et donc l'électorat, il n'est pas le véritable obstacle. Le véritable obstacle, il est dans les appareils des partis, parce que la politique, c'est une lutte pour le pouvoir. Et que, évidemment, si la moitié de la population est exclue de la compétition pour les places, c'est plus facile que quand cette moitié de la population prétend avoir aussi des places. Bon. Donc c'est tout bête, mais c'est là que c'est vraiment le plus pénible. Une fois qu'on est élu, j'ai quelques anecdotes où je vois que mon interlocuteur tord le nez un peu, mais de façon générale, non. Je n'ai pas du tout été gêné par le fait d'être une femme dans l'exercice des différents mandats que j'ai occupés. Dans l'ensemble, non, ça s'est bien passé. Oui, j'ai quelques anecdotes, mais on n'a pas le temps d'en parler. Si, et puis elles ne sont pas très révélatrices. Voilà. Donc, mesdames, est-ce que vous avez, pour rebondir sur vraiment ce point précis, quand il est question de porter un mandat, d'être en tête de liste quand c'est du scrutin de liste, est-ce que vous avez vous-même eu ce genre d'anecdote? Et je vais vous faire répondre pour la première question dans l'ordre, comme ça vous allez vous présenter vos différents mandats. Je vais faire par ordre alphabétique, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Madame Bactous. Donc la première question, c'était... de vous présenter, et puis est-ce que vous avez eu cette résistance des appareils pour être en tête de liste ou porter un mandat au nom de votre parti? Alors, je m'appelle Latifa Bactous, je suis maire adjointe à la vie associative, la vie des quartiers et la politique de la ville à Vannes. Donc tout le monde connaît Vannes. On est venu me chercher en 2008, donc ce sont deux hommes qui sont venus me chercher, légèrement avant 2008. Hein, je ne sais pas si c'était un prétexte, mais en tout cas, on est venu me chercher sur mon lieu de travail, à l'université, donc où j'enseignais depuis déjà une quinzaine d'années. On m'a reconnu un parcours, on va dire, atypique. Hein. Donc on est à la fois une femme diplômée en littérature française, mais une femme venant d'ailleurs, une femme... je rappelle le contexte, en 2008, 2006, 2008, on avait besoin aussi de représenter un peu le peuple, hein, cette France qui était un peu diverse, où il y avait une place peut-être pour des femmes qui représentaient la diversité. Et on m'a reconnu un parcours, en tout cas ce parcours-là,
via la médaille du mérite, chevalier dans l'ordre du mérite, que je ne connaissais pas. Donc j'étais plutôt agréablement surprise. J'avais une trentaine d'années en France, de présence en France. J'avais presque commencé à oublier cette histoire-là. On me l'a rappelé, je l'ai assumé, j'étais heureuse de qu'on me reconnaisse égalité. Et puis après, on m'a parlé politique. Donc ça s'est fait par étapes. Donc c'était Monsieur Goulard. On m'a parlé d'abord d'une étiquette politique que je n'avais pas et que je n'étais pas prête à porter. Donc je n'étais ni UMP, ni centriste, ni de gauche, ni de droite. En tout cas, ces deux hommes, donc François Goulard et David Robout, avaient compris assez rapidement que je pouvais avoir ma place, mais à condition d'être une femme du terrain, et qu'il fallait surtout pas me demander, en tout cas, un engagement politique, appareil politique. Donc voilà, c'était ça. Ça tombait bien. Donc c'est l'histoire. Enfin, c'est mon histoire. C'est à la fois une histoire banale, mais c'est une vraie rencontre. Je pense que c'était le bon moment. J'avais envie, en plus de mon métier d'enseignante, en qualité de maman, mais aussi en tant que femme engagée au niveau associatif, et bien de faire la politique, mais à ma manière. Dans la proximité, sur place, localement. Voilà donc comment je peux résumer ma présence aujourd'hui. Et 8 ans après, je suis toujours sans étiquette politique et avec une majorité composée donc de droite, centre et des gens comme moi sans étiquette. Voilà ce que je peux vous dire. Merci, Madame Fruchard. Oui, donc vous avez vu, je suis ancienne maire parce que j'ai choisi de ne pas me représenter pour un 3e mandat en 2014. Mais j'ai été élue donc pendant 2 mandats. J'ai été maire de Plescope. Donc Plescope, c'est une petite commune de 5500 habitants tout près de Vannes. Donc Latifa et moi étions à la communauté d'agglomération du Pays de Vannes parce que j'étais aussi vice-présidente à Vannes Agglo. Je pense que j'ai dû être une des premières vice-présidentes. La première, peut-être bien, de Vannes Agglo. Donc ça, c'était... Ou peut-être la deuxième, je ne sais plus. Mais enfin, dans les premières. Dans les premières, oui, c'est ça, parce qu'il y avait quelqu'un d'autre. Ouais. Voilà. Et j'ai également été élue au GIP du Pays de Vannes. J'étais vice-présidente, la première femme, là aussi. On m'a élue également vice-présidente de l'association des maires du Morbihan. Et ça, c'était très symbolique. Je sais que j'ai été élue parce que j'étais une femme. C'était la première fois que l'association des maires du Morbihan élisait une vice-présidente. Et je sais que j'ai été choisie parce que j'étais une femme, tout simplement. Mais je l'ai accepté parce que quand on m'a proposé d'être maire, je l'ai accepté également parce que c'était en 2001. Et en 2001, c'était l'ouverture, c'était la parité dans les conseils municipaux pour les communes de plus de 3500 habitants. Et je me suis dit, moi qui étais déjà investie dans la vie de ma commune à travers les associations, parce que j'étais correspondante de presse aussi sur ma commune, etc. Je connaissais bien la vie de ma commune, je l'aimais, j'avais envie de m'investir. Et quand j'ai vu que c'était la loi sur la parité qui promettait aux femmes donc cette parité, je me suis dit oui, il faut que j'y aille. Ça a vraiment été le déclencheur, parce qu'avant, j'avais jamais fait de politique, pas de mandat d'élu ni rien. Bon, de la politique, comme monsieur et madame tout le monde, mais j'avais jamais pensé que je pourrais être élue. Et là, je me suis dit, si, il faut y aller, parce que montrer que les femmes sont capables, aussi bien que les hommes. Il n'y a pas d'école de la politique, il n'y a pas d'école des élus, tout le monde peut être élu. Je repense à nos chefs d'entreprise tout à l'heure qui parlaient de ça, il n'y a pas d'école, on apprend entre guillemets le métier d'élu sur le tas, voilà, et parce qu'on a envie d'y arriver, parce qu'on est motivé, c'est comme ça qu'on devient élu, il n'y a pas d'école. Donc je me suis dit oui, j'y vais, pour montrer aux petites jeunes aussi qui sont derrière moi, et bien que c'est possible de mener une vie de prof, une vie de maman, une vie de femme et une vie d'élu. Bon, j'étais obligée de laisser tomber mon métier parce que quand on est mère, c'est vrai qu'avec d'autres casquettes qui arrivent, on est bien obligé de faire des choix. Mais c'est des choix qu'on fait. À partir de là, chacun est libre de les faire ou pas. Moi, j'avais choisi de les faire et voilà quoi. Et donc, ça a été 13 années d'une expérience très très riche, très très forte.
mais pour être honnête aussi, lourde et difficile. Et le fait d'être une femme, moi je pense, n'est pas un avantage, pas encore à notre époque. Moi j'ai été stupéfiée de voir le peu de femmes que nous étions. 20 agglomérations, 24 communes, 2 femmes maires. Voilà. Dans beaucoup d'associations politiques aussi, dans beaucoup de réunions, on n'est pas nombreuses. C'est vrai que une fois parti dans les débats, on ne se rend plus compte qu'on n'est qu'avec des hommes, par exemple, parce que c'est vrai qu'on discute, on a envie d'y arriver, on essaye d'amener à nous les autres en face. C'est vrai, pas en s'imposant par la force, hein, c'est pas notre façon de faire, je pense pas. Même si on peut de temps en temps taper du poing sur la table, moi ça m'est arrivé aussi, parce que comme tout être humain, je dis pas comme toute femme ou tout homme, hein, mais comme tout être humain, il y a des fois des choses qui me donnent envie de rouspéter, de taper du poing sur la table. Donc je l'ai fait, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'on est plus dans la discussion, dans l'argumentaire, dans amener les gens à partager notre point de vue, etc. quoi. Mais des fois, moi j'ai été blessée par le mépris implicite de mes collègues, de mes confrères élus. Oui, oui. Et j'ai des anecdotes. Oui. On va les garder pour tout à l'heure. Madame Herviot. Pardon, excusez-moi, je pense que... Non, il y a un micro pour vous et un micro. Merci beaucoup. Eh bien, moi, je ne vais pas dire que je suis tombée dedans étant toute petite, mais c'est quasiment cela, puisque je crois, vu mon âge, que j'ai eu la chance d'être dans une famille où la volonté de faire réussir une fille exactement de la même façon qu'un garçon était très fortement ancrée, aussi bien chez mon père que chez ma mère. Et ensuite, mon évolution, que ce soit l'évolution scolaire ou dans mon milieu ou dans ma profession, j'ai toujours évolué dans un monde d'hommes. Et j'ai toujours considéré cela comme une chance. Et donc, politiquement, pour moi, c'était important de m'engager pour que les autres femmes, celles qui n'avaient pas ces avantages-là, puissent aussi parler d'égalité, aussi bien dans leur travail, dans leur salaire ou dans leur entrée en politique. Donc mes premiers investissements, c'est bien sûr à la fois politique, hein, j'ai commencé à militer très jeune, mais aussi dans l'associatif. Hein, quand je suis arrivée dans le Morbihan, j'ai tout de suite travaillé dans les associations, notamment pour les jeunes femmes, hein, qui étaient venues me voir en me disant il y a tout ce qu'il faut pour les garçons. Hein, il y a les clubs de foot, il y a les clubs de ceci, de cela. Pour nous, il n'y a rien. Donc voilà, on a monté des clubs sportifs pour les filles. Et puis petit à petit, quand vous êtes impliqué dans une petite commune, très naturellement, on vient vous demander d'être candidate au municipal. Donc j'étais sur une liste, je n'étais pas du tout tête de liste, et j'ai fait 3 mandats. Les 2 premiers mandats dans ce qu'on pourrait appeler une opposition. Alors ce n'était pas une opposition politique dans une petite commune. Ce sont des histoires souvent de famille, des choses qui remontent à bien avant notre arrivée. Mais j'ai toujours gardé en souvenir, j'avais 29 ans quand j'ai été élue conseillère municipale, et le maire, donc, contre qui j'étais présente dans la liste, voulant, je pense, essayer d'être aimable et gentil, me dit « Ah ben je suis content, pour la première fois dans notre commune, il y a une femme, donc Madame Herviot, vous allez vous occuper du concours des maisons fleuries et du bulletin municipal. » Alors je peux vous assurer que ça, tout de suite, ça vous guérit. Et j'ai dit non. J'ai dit le concours des maisons fleuries, qui c'est qui le faisait avant? C'était bien un monsieur. Et ben je dis il le faisait très bien, il va continuer. Et j'ai dit le bulletin municipal, il y a plein d'autres mots. Moi je vais m'occuper des finances, de la voirie et des choses qui m'intéressent. Voilà. Donc déjà vous voyez ça commençait très fort. Donc j'ai fait mes 3 mandats. Et pendant ces 3 mandats-là, comme disait tout à l'heure, je ne sais plus laquelle d'entre vous, il faut qu'on fasse ses preuves. Il faut qu'on soit performante, exactement comme dans le monde de l'entreprise. Je crois qu'il faut que nos pairs nous reconnaissent comme quelqu'un qui travaille, qui sait faire, qui s'investit. Et au bout de ces 3 mandats, le maire en place a pris sa retraite et puis on est venu me demander de prendre la tête de liste, là encore. Chose qui n'était pas prévue. Je n'avais pas du tout, même si j'étais militante dans un parti, même si j'étais très investie dans ma commune, je n'avais absolument pas du tout envie de faire autre chose. Entre-temps, puisque j'étais militante, on m'avait sollicité aussi pour aller à la région.
Et parallèlement à cela, j'ai fait 2 mandats à la région. J'ai été, à partir de 2004, vice-présidente en charge de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Donc un secteur qui n'est pas forcément réservé non plus aux femmes. Donc je salue les gens qui m'ont fait confiance et qui m'ont permis d'avoir ces approches-là. Et en tant que maire, donc j'ai fait 2 mandats également. À chaque fois dans une petite commune, même si on n'était pas soumis à la parité, j'ai tenu à présenter des listes paritaires, bien entendu. Et ça s'est très, très, très bien passé. Et puis, comme j'étais très investie, donc bien sûr, et puis dans un endroit quand même où nous étions très très minoritaires, Centre-Bretagne, on est venu aussi me solliciter pour, en 2001, prendre la tête de liste des élections sénatoriales. Donc là, c'était, je le rappelle quand même, la seule femme en France tête de liste. Donc voilà, vous voyez, c'est quand même pas encore gagné, hein, ce que vous disiez tout à l'heure. Quand il y a des listes, on veut bien de nous, surtout quand c'est une obligation paritaire, mais la tête de liste est toujours réservée à ces messieurs. Et puis, en 2011, le mode de scrutin avait changé, et donc je me suis présentée, pas seule, avec 2 collègues, mais nous avons gagné en 2011, et depuis, je n'ai plus que ce mandat de sénateur. Voilà, donc je crois que c'est un parcours un peu atypique, ce que je disais tout à l'heure, parce que je n'ai jamais ressenti le fait d'être une femme comme un handicap, parce que j'ai été très jeune habituée à vivre dans un monde d'hommes, à affronter, hein, même parfois quand j'étais plus jeune physiquement, les garçons, et sur les conseils de mon père. Donc vous voyez, je crois que ça forme le caractère, et ça permet de se retrouver après plus facilement peut-être en situation normale quand on est dans un milieu essentiellement masculin. Merci. Madame Lestrade ? Oui, bonjour. Alors, moi, je suis venue assez tardivement, finalement, à la politique. Alors, je suis fonctionnaire, enfin, à l'origine, j'étais fonctionnaire territoriale, ce qui fait que pendant toute ma vie professionnelle, j'ai côtoyé des politiques, ce qui permet aussi, voilà, d'avoir une opinion au bout du compte. Et puis, c'est en 2001 que l'un des candidats aux élections municipales à Pontivy est venu me solliciter, et puis parité oblige, puisque c'était obligatoire cette année-là. Alors j'étais un petit peu surprise, puisque je ne l'avais jamais envisagé. Et puis, bon, au départ, j'ai refusé parce que, bon, moi j'avais rejoint la fonction publique avec cette idée que dans la fonction publique, vous avez un devoir de neutralité. Je crois que ça a beaucoup évolué depuis, mais j'ai été restée avec cette idée de la fonction publique, du service public, et vous êtes au service d'élus, quelle que soit leur opinion, vous devez de toute façon appliquer leur politique, même si ce n'est pas celle que vous auriez souhaitée, vous devez l'appliquer et puis donc conserver une certaine neutralité. Donc lorsque l'on m'a posé la question d'être présente sur une liste, et c'était à la 2e place, en plus, j'ai réfléchi par rapport à mon métier, j'ai décliné, et puis à force d'insistance, j'ai fini par accepter, en refusant toutefois cette 2e place et en demandant à ne pas me retrouver élue, à être une place pour ne pas me retrouver élue dans une minorité. Donc voilà, j'ai eu cette 10e place. Mais c'était le pied à l'étrier, puisqu'à la suite de cela, j'ai été invitée à diverses réunions, et petit à petit, et je me suis engagée politiquement, donc à l'UDF à l'époque. À l'UDF, et par la suite, donc j'ai suivi, qui était présidé par François Bayrou, et par la suite, je suis quelqu'un de fidèle, voilà. J'ai suivi le MoDem, puisqu'après 2007, beaucoup de choses ont évolué, l'UDF n'existe plus, et donc voilà, je suis restée MoDem. Et ce qui me permet de ne pas avoir ces problèmes avec les appareils dont vous parlez, parce que je trouve que c'est un véritable avantage d'être dans un petit parti où je me sens peut-être plus libre, qu'on ne peut, enfin c'est l'impression que j'en ai, qu'on ne peut
penser peut-être dans les gros partis. Les grands partis, bon, ils sont au nombre... voilà. Bref, je ne dirai rien. Oui, non, on ne donnera pas de nom. Enfin voilà, j'ai cette impression d'être plus libre, puis peut-être aussi le fait d'être centriste, parce que je crois... voilà, les choses qui m'ennuient le plus, ce sont les affrontements systématiques, et puis je suis persuadée que les compétences sont partout, et que les idées sont aussi partout, les bonnes idées. Enfin voilà, c'est un petit aparté politique. Donc en 2001, donc voilà, j'ai fait un choix politique. Et puis donc, mais le choix politique est pour moi plus sur un projet de société, et puis est surtout important lorsque nous sommes sur des enjeux nationaux en fait. Mais bon, cela dit, la vie locale m'intéresse de par mon métier aussi. Et puis nous sommes avec un groupe d'amis politiques. Nous nous sommes intéressés à la vie locale, à la vie sur Pontivy. Nous avons commencé à nous interroger, à voir ce que nous aimerions changer. Et partant de là, donc en 2007, nous avons voulu former une équipe donc pour les municipales de 2008. Voilà, le problème, c'est quand on est un petit parti, il faut trouver des alliés parce que, hélas, seul, c'est encore difficile de conduire une liste. J'aimerais, mais bon, c'est un petit peu difficile. Alors, ce que j'ai souhaité, c'était, alors je n'étais pas tête de liste forcément au départ. Nous avons travaillé tardivement, puisque c'était moins de 6 mois avant l'élection, donc il a fallu travailler beaucoup. Nous avons commencé par travailler sur un projet. Et puis, donc, 3 mois avant l'élection, s'est posé la question qui va mener ce projet, qui va conduire ce projet. Et puis, le choix s'est porté, c'était un vote, mais c'est porté sur moi. Alors, d'une part, parce que j'avais cette connaissance aussi de l'administration territoriale, c'était un plus, c'était facilitateur. Mais le fait d'être une femme aussi asservie, parce que certains ont dit, finalement, après tout, si c'est une femme tête de liste, au moins ça changera. Et puis, voilà. Donc, ça s'est fait, c'était plutôt une facilité. Et voilà comment vraiment je suis entrée vraiment en politique. Et donc, voilà, j'ai été amenée à constituer amener cette liste. Et puis, bon, nous n'avons pas été élus. Nous avons été élus. Enfin, j'ai fait partie de la minorité avec 5 de mes colistiers. Et puis, dans la minorité, nous avons continué à nous intéresser et à participer cette fois-là à la vie locale. Et puis, nous sommes repartis donc aux élections de 2014. Bon, une liste un petit peu modifiée avec des anciens, des nouveaux. Alors, ce que je voulais aussi, ça, je trouve qu'il est important de le dire. Je souhaitais que cette liste que nous présentions en 2008 soit une liste alternative. Les termes d'opposition me dérangent, mais c'était des discussions, hein, même lorsque j'étais dans la minorité, des discussions avec des membres de mon équipe qui tenaient beaucoup à se placer dans l'opposition. Or moi, ça ne me dérangeait pas d'être dans la minorité, puisque c'est minorité-majorité. C'est le vote des électeurs, parce que dans la continuité d'une alternative que nous proposions, après les électeurs choisissent, mais je n'aime pas, je vous le disais tout à l'heure, l'affrontement systématique me dérange, donc j'ai souhaité toujours être plutôt sur cette idée de rassemblement de personnes qui voulaient s'investir pour leur collectivité. Et je crois qu'au sein de ma liste, j'ai beaucoup de personnes qui ne sont pas engagées politiquement, comme Madame Bactous, et qui sont engagées parce qu'elles ont envie de participer à la vie citoyenne. Et que c'est leur... je pense à une de mes adjointes qui était déjà avec moi dans l'équipe dès 2008, mais qui n'a jamais souhaité non plus rejoindre, ni avoir une couleur politique, ni s'encarter, qui, elle, finalement, quand nous sommes allés la voir, s'est posé la question... s'est posé la question en ces termes, mais elle nous le redit assez souvent. Bon, souvent je suis critique par rapport à ce qui se fait. J'aimerais que certaines choses soient mises en place. Mais finalement, mieux vaut peut-être agir. Et puis nous a rejoint pour cela. C'est une de mes adjointes aujourd'hui, et je dois dire que elle fait très très bien, enfin j'en suis très satisfaite si je dois donner je n'ai pas de notes à donner, mais enfin elle le fait très bien, c'est un engagement véritablement citoyen.
Donc voilà, nous avons été élus en 2014 et puis dans la suite s'est présentée la communauté de communes. Après, je trouve que c'est un petit peu un engrenage puisque on m'a fortement incité à être candidate. Je ne l'avais pas, enfin voilà, c'était d'abord la ville et puis voilà, on m'a fait voir que c'était vraiment, voilà, ça présentait beaucoup d'avantages. Voilà, j'ai été candidate à Pontivy Communauté. Je suis aussi présidente de la communauté de communes. Voilà. Madame Thierry, vous allez vous présenter brièvement. J'ai bien compris que être la dernière de la liste était un handicap pour parler. Mais bon. Vous enchaînerez avec la première question également, parce qu'il me semble que les femmes ne décident pas d'une carrière politique. À vous entendre toutes, on est venu vous chercher, vous n'aviez pas programmé une carrière politique. Donc, Madame Thierry. Alors, moi, j'ai décidé. Hein. Parfait. Enfin, je rassure et je rassure l'élue lanestérienne qui est là, Anaïg Lemoelle, avec qui je milite depuis longtemps et avec qui j'ai la chance de travailler au sein de l'équipe municipale de Lanester. Je vous rassure, moi j'ai décidé. Mais j'ai beaucoup de chance en fait sur cette question politique, c'est que comme Odette, je suis tombée dedans quand j'étais petite. À savoir, je ne suis pas née dans une famille politique au sens que mes parents n'étaient pas adhérents à un parti quel qu'il soit, mais c'était des parents militants, engagés, voilà. Et donc cette école de vie, je l'ai eue dès l'enfance, dès la petite enfance même sans doute, et ma foi, ça m'a forgé une personnalité et une capacité à être ce que je suis aujourd'hui. Je ne serais pas, je le dis ici et je le dis ailleurs, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui sans mes parents. Ceci ayant été dit, pour rebondir un peu avec les paroles des copines qui se sont exprimées avant moi, c'est une chance ou pas, hein, ça chacun voit, mais en tout cas, j'ai pas de problème de parti. Parce que l'histoire politique de Lanester fait que je suis issue d'un mouvement politique citoyen local. Donc notre parti, c'est un mouvement politique localo-lanestérien, ce qui amène quelques soubresauts dans la vie politique locale que vous pouvez imaginer, mais n'empêche que l'histoire, elle est là. Ce qui veut dire que ces tensions que Madame Lalumière a pu connaître, ou Odette, ou d'autres, on a forcément des conflits, des échanges, des discussions, mais l'enjeu n'est pas la conquête du pouvoir pour l'une ou pour l'autre, pour l'un ou pour l'autre. L'enjeu, c'est, en tout cas c'est comme ça que je le vis et c'est comme ça que je le porte, c'est porter des valeurs et faire avancer une vision de la cité. C'est ça pour laquelle je me bats. Et donc je suis maire, moi, depuis, parce que pour revenir à la question précédente, je suis maire, je suis élue depuis 2001. Mon prédécesseur est décédé, j'étais première adjointe, mon prédécesseur est décédé en 2004 et je suis devenue maire dans les circonstances qui sont celles-là. Et j'étais, bon, je passe les circonstances bien sûr, mais je me suis rendu compte rapidement que nous étions à Lanester et nous le sommes toujours la 8e ville de Bretagne. Et sur le premier mandat, ce n'est plus le cas maintenant, et tant mieux, mais sur le premier mandat, voire sur le deuxième, les 7 premières villes étaient tenues par un homme. Ce qui veut dire que dans la taille de ville, quoi. Hein, voilà. Donc j'étais contente. Voilà, même si ça ne fait pas un ego surdimensionné pour ça, mais bon, n'empêche que. Alors, je dis deux ou trois choses. D'abord, sur la question de la performance et de la reconnaissance, moi je crois que ce n'est pas un problème de femme ou d'homme en politique. Hein. J'ai le sentiment que mes collègues hommes, ils sont tout aussi soucieux que nous les femmes d'être performants, d'être bons, d'être bien au poste qui est le leur et d'être reconnus parce que être élu, c'est aussi être reconnu dans sa capacité à faire bien les choses. Enfin, en tout cas, moi, je le vois comme un engagement que je souhaiterais partager homme ou femme. Et je me réjouis d'entendre Madame Lalumière dire qu'elle n'est pas vraiment féministe, parce que moi non plus, tout en disant que je me battrais, bien entendu, pour que les filles aient toute leur place. Et je regarde mes notes pour voir pas que je parle trop longtemps, mais que je dise tout ce que j'ai à dire. La question du Conseil général, je le dis parce que ce ne sera peut-être pas l'occasion de m'en parler tout à l'heure. Ça me fait sourire, la question du Conseil général, parce que je suis aussi conseillère générale. Vous avez dit que à la fois le Conseil général était le dernier de la classe et j'en suis témoin.
sur la question de la place des femmes. Et en même temps, vous avez dit que sur les politiques dites de la famille, de la petite enfance, sociale, on retrouvait les femmes. Ben, il se trouve que les politiques du Conseil général, ce sont, pour la moitié du budget de fonctionnement, ce sont des politiques sociales. Mais bizarrement, les femmes n'y sont pas. On a été 3 sur 42 à une époque, Conseil général du Morbihan. Maintenant, on est plus parce qu'il y a des collègues qui ont démissionné, donc on doit être 8 maintenant, enfin, pour encore quelques semaines, puisqu'il y a des élections à suivre. Mais il y a quand même quelques incohérences de ce côté-là. Voilà. Très bien. Madame Bactous, vous vouliez intervenir ? Oui, rapidement, pour dire que c'est vrai que c'est pas un avantage de passer la dernière, mais c'est pas un avantage de commencer non plus. Juste pour apporter une précision, je dis qu'on est venu me chercher, mais j'ai jamais dit que j'étais une femme facile. J'ai vraiment exigé des choses et obtenu, et assez rapidement. Et j'avais en face de moi des gens très intelligents, parce qu'ils me disaient, je dis, moi je connais l'éducation, le monde de l'éducation. On me dit, mais il n'y a pas de souci, il y a une place pour une adjointe à l'éducation. Moi, je ne veux pas d'étiquette politique tout de suite. Je veux réfléchir, je veux observer. Pas de souci, tu ne seras pas la seule. Il y a un tiers de la liste. Je crois qu'on était 42 de femmes et hommes sans étiquette. Donc voilà, je voulais juste apporter cette rectification parce que, bon, on est venu nous chercher, mais bon, c'est la vie, c'est des rencontres. Mais j'avais mon mot à dire et puis je ne me laissais pas faire. Très bien. Mais est-ce que vous avez constaté, par exemple, quelques remarques sexistes ou justement au moment de l'établissement de liste, au moment d'un tour de parole en réunion, est-ce qu'il y a, Nelly, Madame Fruchard, bon, on se connaît, donc Nelly, tu as évoqué tout à l'heure ce mépris implicite et visible parce qu'on est une femme, on n'a pas de compétences. Je pense, comme vous l'avez toutes souligné, qu'une fois qu'on a, Madame Lalumière l'a très bien fait également, une fois qu'on a un mandat, qu'on est assise en politique, vos compétences deviennent incontestables. Mais les premiers pas en politique doivent quand même être un petit peu difficiles quand on voit justement ce que vous nous disiez. Soit on est venu vous chercher, soit vous baignez déjà dans un entourage familial, mais il n'y a pas de ces carrières programmées comme on peut voir chez certains jeunes gens. Bon, je pense à certains jeunes gens à Sciences Po qui savent exactement, je leur souhaite qu'ils y arrivent, mais exactement ce qu'ils veulent faire en type de carrière politique. Donc, est-ce que vous avez eu ce sentiment d'une espèce de misogynie ambiante, tacite? En tout cas, par exemple, vous le soulignez aussi, Madame Herviot, on ne met pas une femme à la voirie, on ne met pas une femme aux finances, on ne met pas une femme aux travaux ou au marché public. Est-ce que vous avez eu ce sentiment-là, donc Nelly? Quand comment expliquer ça? Pour mon premier mandat, on était 2 têtes de liste. Il y avait le maire sortant qui se représentait, mais qui annonçait qu'il démissionnerait à mi-mandat et que sa première adjointe, moi-même, eh bien, se porterait candidate pour prendre le poste de maire. Donc, pendant 3 ans, moi, j'ai travaillé avec monsieur le maire, Jean Lévesque, et puis, bon, le conseil municipal m'a élu à mi-mandat en 2004, comme toi, Thérèse. Maire de Pescope. Et entre-temps, donc j'ai pu rencontrer mes concitoyens, mais cette fois-ci en tant que future maire de Pescope. Et là, j'ai eu j'ai entendu des choses qui m'ont choquée, du genre, bon, quelque chose bon, pas méchant, oh ben vous avez l'air bien frêle, vous croyez que vous aurez l'épaule assez large pour porter le poids, voilà, le poids de la charge, voilà, c'était ça, quoi. Donc plutôt du côté des électeurs, alors. Plutôt des côtés des électeurs, au départ, oui, oui. Ou alors des choses du genre, oh ben vous savez, excusez-moi l'expression, mais je vais vous la dire telle que je l'ai entendue, c'est cru. Mais c'est ça qui m'a aussi choquée, mais ça représentait vraiment, c'était très symbolique. Bon, faut avoir des couilles pour aller en politique. Voilà, moi j'en ai pas, mais je suis désolée, j'ai aussi l'envie de bien faire, de bien réussir, exactement. Moi j'ai rien contre les hommes, je travaille sans problème avec les hommes. Dans le milieu enseignant d'où je viens, j'ai jamais eu de problème. C'est en politique que je me suis rendu compte qu'il y avait une sacrée différence, quoi. Vraiment. Et je sais que mon équipe, qui était fière d'avoir élu une femme maire, eh bien mes adjoints m'ont dit, quelque temps après, tu sais, on a attendu 1 an ou 2 pour voir ce que tu allais donner.
Ah oui, je vous assure. Et ça, c'est des choses qui font mal au cœur de la part de sa propre équipe. Voilà, un petit peu, oui, voir ce que tu allais donner. Ouais, bah oui, mais voilà. Donc ça, c'est des petites choses qui m'ont mis la puce à l'oreille. Et petit à petit, j'ai regardé un petit peu autour de moi, alors qu'avant, vraiment, j'étais pas du tout j'étais pas féministe. Et je le suis devenue, vraiment. Et maintenant, je me bats pour les femmes. Parce que j'ai été choquée dans le milieu de la politique par certaines choses, des remarques du genre, par des confrères aussi de Van Aglo, qui, sans se rendre compte qu'ils allaient me choquer, m'ont dit oui, il va falloir alors penser au quota des femmes encore un coup, quoi. Et oui, nous les potiches, là, on est obligés. Là, du coup, on a monté un groupe à Van Aglo. Un groupe de femmes, oui, je m'en souviens. Oui. Voilà, tu te rappelles, oui, voilà. Bon, qui passaient par-dessus nos différences et nos clivages politiques. Moi, je suis pas encartée non plus, mais bon, j'ai une sensibilité politique quand même. Je votais pas avec la majorité de Van Aglo, par exemple. Mais on est passé par-dessus ça, parce qu'on était outrés de voir qu'à Van Aglo, eh bien, il n'y avait qu'une vice-présidente ou deux. Voilà, toujours pas plus. Et on s'est rendu compte que dans la communication médiatique de Van Aglo, eh bien, il y avait des affiches qui étaient insultantes pour nous les femmes. Voilà, quand on vous parle de prendre des vélos ou prendre le bus, on vous montre et on vous donne les mensurations d'une femme. Pourquoi donc? Quel rapport? Donc il y a toutes ces petites choses-là que je trouve très très dérangeantes et je pense qu'il faut les pointer du doigt, pas faire comme si c'était encore quelques petits désagréments qu'il y avait à notre époque. Non, ça fait partie de la vie de tous les jours et il faut s'y attaquer parce que, comme on le disait tout à l'heure avec nos collègues femmes d'entreprise, c'est toute une éducation qui est mise en place dès le départ, dès la petite école, dès la maternelle. Et que nous, les mamans, et oui, nous aussi, les femmes, les mères que nous sommes, continuons à perpétuer. Voilà quoi, les femmes sont faites pour ci, pour ça, on peut faire ceci, cela, etc. Ben non, il faut changer tout ça, ça va être long, mais il faut le changer. Et pour le changer, il faut d'abord le montrer et pas passer dessus, même les petites choses. Et est-ce que vous avez constaté, par exemple, dans les réunions forcément tard le soir, puisque là, tout le monde travaille, et il y a également cet ostracisme vis-à-vis des femmes. Et je vais juste souligner que je suis heureuse que toutes les participantes se soient présentées en tant que telles et ne donnent pas leur nombre d'enfants, parce que quand des femmes se présentent en politique, il y a toujours quelques journalistes pour indiquer 2 femmes, 3 femmes, alors que ça ne se fait jamais pour un de vos collègues, un de vos homologues masculins, mesdames. 2 enfants. Deux, trois enfants. Voilà. Oui. Qu'est-ce que j'ai dit? Des femmes. 3 femmes. Voilà. Elle a tous. C'est parce que nous comptons double, mesdames. Alors, moi, je vais reprendre juste le mot misogynie. Enfin, si je regarde la définition, un misogyne, c'est celui qui éprouve du mépris, voire de la haine pour les femmes, et qui témoigne de ce mépris, se dit d'un homme qui se croit supérieur aux femmes et qui le fait ressentir dans son comportement. Eh bien, moi, c'est à cette question, sans ambiguïté aucune, je ne l'ai jamais senti. J'ai pas autour de moi des hommes qui vont jusqu'à mépriser vraiment les femmes, etc. C'est mon expérience. Maintenant, des hommes durs, des hommes qui n'ont pas forcément envie de partager le pouvoir, des hommes... Mais il y en a, il n'y a que ça, on va dire, ou presque. Mais il faut se battre, il faut travailler. Il faut travailler, il faut se battre. Des remarques, on aura peut-être l'occasion de parler des anecdotes. Moi, les remarques que j'ai eues, qui m'ont pas blessée, mais qui m'ont fait quand même un petit peu mal, c'est pratiquement de mon entourage proche. Quand des amis me disent « Oh là là, mais tu sais pas où tu vas aller, toi, hein. Tu vas avec un tel ?» Oh là, c'est réfléchi quand même. J'ai eu le sentiment, alors que j'avais plus de 40 ans, que j'avais 16, 17, 18 ans. Bon, c'est bien, mais c'est pas la réalité. Donc, faut être réaliste aussi. Donc, sinon, les services. On a des services qui étaient un peu, on avait des services assez âgés, des hommes qui pensaient qu'on avait besoin d'être protégés. Et moi, quand j'ai envie d'être protégée, je le dis. Je n'ai pas envie qu'on le pense à ma place. Et donc, c'est vrai que les services avaient tendance à appeler peut-être un peu plus les élus hommes que les élus femmes. Est-ce que vous avez eu ce type de réaction, mesdames? Même. Non, moi je ne l'ai pas ressenti. Je dois dire qu'au quotidien, je ne ressens pas de différence. Le fait d'être une femme, du moins je n'y pense pas. Je n'y pense pas.
bon, je préside mes assemblées, ou bien nous travaillons ensemble, mais sans que je ressente cette différence homme-femme. On le ressent à certains moments. J'ai eu à constituer des listes. Là, on ressent une différence d'aspiration entre les candidats hommes et les candidats femmes. Mais après, quand nous travaillons ensemble, je n'ai pas ce ressenti. Et pourtant, à la communauté de communes, hélas, la parité n'est pas obligatoire. Et je me retrouve seule comme femme au niveau du conseil exécutif. Et parmi les maires de 26 communes que représente la communauté, nous ne sommes que 3 femmes. Mais je ne ressens pas, c'est vrai, ces différences. Voilà, nous travaillons ensemble. Alors peut-être que dans les pensées, quelquefois, mais au quotidien, je pense que c'est la même volonté de partager, de faire aboutir des projets et je pense aussi de la même manière. Alors il y a des différences de sensibilité, cela dit, mais celles-là sont plutôt positives et constructives, justement. Deux ou trois choses. D'une part, et je pense que les femmes qui ont été mères ici ou qui sont mères ici l'entendent aussi, on dit facilement monsieur le maire. Hein. Bonjour monsieur le maire. Ça, c'est ça, moins maintenant, mais voilà. Mais ça, c'est une anecdote. Je pense que ce que l'on peut trouver, c'est pas, me semble-t-il, hein, c'est pas quelque chose de collectif, mais on va trouver des individus, dont ici je tairai le nom, mais qui vont avoir cette capacité à se moquer. C'est-à-dire, parce que vous êtes une femme qui intervient, à trouver, à tourner, je veux dire, en dérision ou à laisser penser que vous êtes un peu, excusez-moi du terme, la conne de service, quoi. Hein. Ça m'est arrivé. C'est détestable. Comment vous gérez cela ? C'est une bonne question. C'est une bonne question. C'est comment dirais-je ? C'est un affront. On a quand même, mine de rien, on a quand même quelques quarts de seconde de se dire, mais oui, peut-être que je suis. Il y a le doute qui s'installe. Peut-être que je raisonne pas bien, etc. Ce qu'il y a de bien en politique, c'est que vous appartenez néanmoins à un groupe, et que dans ce cas-là, le collectif joue. Et il faut que le collectif joue. Ça, c'est essentiel. C'est-à-dire, et là, en l'occurrence, je vais pas te rentrer dans les détails, mais il y a eu réaction du collectif. Un autre exemple qui me revient. Là, aujourd'hui, je suis vice-présidente à l'agglomération, chargée entre autres de l'enseignement supérieur. J'en profite pour saluer le président Peters qui est là. Mais au mandat précédent, j'ai été vice-présidente chargée des déplacements. Et au titre de l'agglomération de Lorient, j'avais l'honneur de représenter l'agglomération à un groupe qui s'appelle le GART, le groupe des autorités responsables de transport. Plus masculin, c'est difficile à trouver. Moi, j'étais la seule femme au bureau. Au conseil d'administration, je ne me rappelle plus combien on était, mais très peu. Au bureau, j'étais la seule. Et je me souviens encore, parce que c'était mon premier mandat en tant que vice-présidente d'agglomération, et j'ai toujours d'ailleurs la niaque, et j'avais envie de rentrer dans les instances. Et je me souviens du président de l'époque qui s'appelle toujours Roland Ries, je pense qu'il est toujours président du GART, Roland Ries, le maire de Strasbourg, qui fait un discours très ouvert, très constructif sur la parité, etc. Or, il avait constitué un bureau avec, je ne sais plus combien il y avait, 12 ou 14 bonhommes. Et moi, j'étais candidate. J'avais fait remonter que j'étais candidate. Mais pour rentrer au bureau du GART, il y avait beaucoup de monde. C'est un lieu où on apprécie être, quoi. Et donc, du coup, je l'avais pris au mot. Et j'étais intervenue à l'Assemblée générale en disant « Mais je ne comprends pas, vous venez de faire un discours très paritaire, et moi j'étais candidate, voilà, à ma connaissance, je suis la seule femme candidate, pourquoi je ne rentrerai pas au sein du bureau ?» Et du coup, je suis rentrée au sein du bureau. Voilà. Ah ouais, c'est comme ça, l'histoire. Avez-vous d'autres anecdotes de ce type, sur les types de mandats, ou le fait qu'on ne soit pas tête de liste, ou vous mettez à certaines commissions plutôt qu'à d'autres ? Oui, je crois je crois que chacune d'entre nous en a connu un certain nombre, et c'est vrai que certaines sont relativement désagréables. Je repense à ce que disait tout à l'heure Nelly sur la grossièreté d'un de ses collègues, et j'ai eu la même réflexion, et j'avais répondu
comme ça, parce que je l'avais entendu, j'avais ça très bien. Je dis oui, la différence c'est que nous, les femmes, on les a dans la tête. Donc voilà, je crois qu'il faut aussi avoir des fois du répondant et puis ne pas se laisser déstabiliser, quoi. Hein. Et je me souviens aussi alors, quand même, plus on monte dans la hiérarchie politique, plus c'est difficile. Je crois que j'ai beaucoup moins eu de soucis dans mon mandat de maire, pratiquement pas non plus dans le mandat à la région, parce que c'était une équipe paritaire, totalement paritaire, et ça fonctionnait très bien. Au Sénat, il y a quand même parfois quelques petits soucis avec des collègues de toutes les tendances politiques. Hein. C'est pas du tout réservé à un groupe. Je me souviens très bien que il y a des commissions et puis il y a des groupes de réflexion, des groupes d'études, des groupes de travail. Et j'avais postulé parce que ça m'intéressait de travailler, comme je travaillais beaucoup sur l'agriculture, de travailler sur le problème de la chasse et de la pêche. Et donc, j'avais postulé pour aller au groupe de chasse et pêche. Alors déjà, quand ces messieurs ont vu arriver une dame, ils m'ont demandé avec un petit sourire si je chassais la bécasse, le chevreuil ou le sanglier ou si je faisais de la chasse à courre. Auquel cas, je leur ai répondu que non, moi, je préférais défendre les chevaux lourds bretons, mais bon, que ça n'avait rien à voir avec la chasse, mais que on pouvait très bien avoir une vision politique de ce que doit être la chasse et comment on doit la favoriser ou au contraire l'encadrer. Donc, c'était un petit peu dur. Et lors du débat, il y a eu un débat sur la chasse et j'avais demandé à pouvoir prendre la parole. Et un de mes collègues landais, je vous dirai le nom après, vient me voir et me dit « On m'a dit que tu veux parler de la chasse ?» Je dis oui. Il me dit « Ah, tu vas encore taper sur les chasseurs ?» Je dis « Non, pourquoi veux-tu que je tape sur les chasseurs ?» Je dis « Je veux prendre la parole et parler de la chasse parce que chez moi, dans ma fédération, il y a des gens qui sont très sérieux, qui ont fait des réimplantations de gibier, etc. Et donc, voilà, je dis simplement, ça m'intéresse et je veux en parler. Mais vous voyez, il y a encore ce genre de petites choses de chasse gardée, c'est le cas de le dire. Et la troisième anecdote, c'est... Alors là, c'est plus en interne dans mon parti politique, lorsqu'il y a des réunions, des grands-messes, comme on appelle ça parfois chez nous. C'est vrai que pendant longtemps, nous étions assez minoritaires, hein, mesdames, dans des postes relativement importants. Et au début, on me demandait souvent d'aller à la tribune pour faire potiche, simplement parce qu'il fallait des femmes, il y avait que des hommes autrement. Et j'ai très vite compris. Et j'ai refusé, dorénavant, disant « Je ne vais à la tribune que si je prends la parole, comme chacun des messieurs. Je ne vais pas à la tribune pour faire figuration. » Donc, vous voyez, il y a toujours quand même besoin de s'imposer, de se battre. Et ce que disait tout à l'heure la collègue, c'est vrai, moi je ne remets pas du tout en cause non plus les compétences et les savoir-faire de nos collègues, mais... Le problème, c'est que pour eux, la question ne se pose pas. C'est ça la différence. C'est que pour une femme, il faut qu'elle fasse la preuve. Pour les hommes, ça paraît tout à fait naturel. Et moi, j'avais retenu aussi ce que disait une de mes collègues. En politique, les femmes se disent toujours pourquoi moi, quoi ? Pourquoi on vient me chercher ou pourquoi moi ? Alors que les hommes, c'est pourquoi pas moi ? Donc voilà, ils s'estiment à la hauteur, alors que les femmes souvent ne se sentent pas légitimes. Donc je crois que c'est important de faire changer la vision des femmes en politique sur ce point de vue-là. Madame Lalumière, vous partagez cette analyse ? Tout à fait, ce que vient de dire ma voisine. C'est vrai qu'en général, les femmes, c'est pas forcément qu'elles doutent d'elles, mais le problème de compétence, elle se le pose plus que les hommes, ça c'est vrai. Et de façon générale, François Giroud avait bien résumé la situation. L'égalité sera vraiment présente si, dans des postes importants, on nomme des femmes incompétentes. Voilà. C'est-à-dire que... Mais c'était tout ça. Tout à fait. Il y a un pléthore d'hommes incompétents qui n'ont eu aucun complexe d'être nommés à des postes pour lesquels ils n'étaient pas du tout taillés. Bon, mais ça, c'est admis. Hein. Il y a des postes très importants, aussi bien dans le public que dans le privé, d'ailleurs, qui ont à la tête des gens incompétents, des hommes incompétents. Pour les femmes, on est plus exigeant. Il faut quand même que... et elles-mêmes se font... des propres barrières. Bon, j'ai un souvenir qui remonte à 81. En fait,
François Mitterrand m'avait proposé, enfin, je vois encore le coup de téléphone, un autre poste. Et en fait, c'était le ministère du Travail. Et très important, évidemment, en 81. Et quand il m'a proposé ça, je n'y avais évidemment absolument pas songé. Et j'ai dit, Monsieur le Président, je n'y connais rien. C'est un poste dont je mesure l'importance et je vous remercie de votre confiance, mais je n'y connais rien. Et c'est là qu'il m'a nommé à la fonction publique, parce que j'avais fait des cours à l'université sur ces questions. Et quelque temps après, j'en parle à Gaston Defferre, qui me dit, mais Catherine, il ne faut jamais faire ça. Le président vous propose un poste, une belle responsabilité. On accepte. Je lui ai dit, ben moi, je ne pouvais pas. Parce que je pensais que je n'étais pas prête. Alors, bon, on peut épiloguer. Est-ce qu'il faut nommer des spécialistes dans les postes ministériels, ou est-ce que les spécialistes, c'est plutôt les conseillers du ministre, mais le ministre doit avoir d'autres qualités. Bon, donc, à la réflexion, je comprends la position de François Mitterrand. L'homme politique ou la femme politique, ce n'est pas forcément un haut fonctionnaire. On a peut-être un peu trop fait appel justement à des hauts fonctionnaires, hommes ou femmes d'ailleurs, mais le gouvernement n'a pas à être composé uniquement d'énarques, sous prétexte qu'ils sont les meilleurs techniciens. Voilà. Donc je ne critique pas maintenant François Mitterrand, mais ma réaction c'est très net. Hein. Là, j'ai dit, moi j'y connais rien. Et ça a été surprenant. Et je crois que François Mitterrand a toujours considéré que j'avais été un peu lâche, quelque part. Enfin, il m'en a peut-être voulu, mais il ne m'a quand même pas massacré. Hein, il ne faut pas exagérer. Donc, j'ai toujours eu son soutien. Mais là, je cite cette anecdote parce que je crois qu'elle résume assez bien la position d'une femme. C'est-à-dire, il faut être compétent, sérieux, consciencieux, bon élève, compétent. Oui. Madame Hervieux. Cette anecdote me fait penser à mon poste à la région. Donc, je suis de formation littéraire, j'étais enseignante en lettres. Et lorsque j'ai pris la vice-présidence de l'agriculture et de l'agroalimentaire en Bretagne, évidemment que ça a dû faire sourire ou grincer des dents chez certains. Et je me souviens de la première fois où je suis allée au SPACE, au salon du SPACE, et je me suis retrouvée à côté d'un ancien ministre bien connu, qui avait lui-même été ministre de l'Agriculture, entre autres, mais il avait fait aussi ministre de l'Intérieur, ministre de la Justice, etc., etc. Nous avons deviné. Et qui me regarde d'un air très condescendant et qui me dit « Alors, racontez-moi, comment est-ce qu'un professeur de lettres peut devenir vice-présidente de l'agriculture ?» J'avais deux solutions, ou bien me fâcher, j'étais très, très fâchée, et j'ai pris mon plus beau sourire et je lui ai répondu « Oh, monsieur le ministre, pas vous. Vous n'allez quand même pas me dire que dans chaque ministère, les ministres sont forcément compétents pour l'endroit où on les met. » Ça a été terminé, il ne m'a plus jamais adressé la parole. Peut-être une dernière question, justement parler des quotas ou parler, regarder les prochaines élections où ça marche par binôme, les élections départementales maintenant, dit-on. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous croyez qu'il faut promouvoir les femmes en politique? Donc je vous en prie, la première qui veut répondre. Je termine très vite là-dessus. Moi, je suis tout à fait pour. Je crois qu'on a pu progresser en politique uniquement qu'à chaque fois qu'on a permis aux femmes d'être présentes et donc de faire leurs preuves, justement. Hein. La région, pour cela, ça a été quand même une très très bonne école de formation dans les listes Shabada, comme on disait. Donc moi, je suis très heureuse que, alors en dehors de toute considération sur le choix des cantons, etc., mais qu'il y ait un binôme homme-femme, je trouve ça formidable, parce que c'est une obligation. Et contrairement à ce que j'ai lu il y a 3-4 jours, dans un petit tweet, là j'ai oublié qui l'avait fait, mais il me semble que c'était un journaliste qui disait c'est bien parce que maintenant on va avoir la quantité, il faudra penser à la qualité. Et là, je crois que vraiment, même si c'est pas de la misogynie vraiment agressive,
on voit bien quand même qu'il y a quand même encore beaucoup de travail à faire. Et sur les quotas, il y a eu, et il y a encore, des discussions à n'en plus finir. Moi, j'ai en mémoire des articles incendiaires d'Elisabeth Badinter disant c'est une humiliation pour les femmes d'être tributaires de quotas, etc. Bon. Et il y a quelques années, l'Express avait réuni un certain nombre de femmes. Il y avait Edith Cresson, il y avait... oh là là, bon... il y avait Yvette Roudy, oui, mais Simone Veil faisait partie, donc il y avait de toutes couleurs politiques. Et sur... Que peut-on faire? Ça remonte quand même à 20 ans, hein, cette réunion, ce groupe, la constitution de ce groupe, c'était le groupe des 10. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour briser le plafond de verre? Et on avait discuté des quotas. Et finalement, on avait opté pour les quotas. En disant, évidemment, c'est humiliant d'être obligé de passer par des quotas, bon. Mais à situation idiote, il faut un moyen idiot, je veux bien, mais pour cogner dur et faire la démonstration que quand il y a des quotas, on aura peut-être quelques femmes incompétentes, mais les hommes, il y en a beaucoup aussi, donc, hein, voilà, et on aura la démonstration qu'en réalité, en pourcentage de compétences, les femmes se défendent très bien face aux hommes. Bon, c'est pas un problème de compétences. Donc, on avait opté pour les quotas, et je reste fidèle à cela. Et nous sommes d'accord. Alors, c'est vrai que, bon, des grands philosophes peuvent peut-être se dire, oui, c'est humiliant. Bon, mais je veux dire, à situation idiote, il faut une réponse, un coup de marteau, quoi. Et le quota, c'est ça. Vous êtes toutes d'accord? Tout à fait. Tout à fait. En plus, je pense qu'on n'a pas le choix. Parce qu'on est quand même les derniers, enfin, me semble-t-il, je ne sais pas, je suis arrivée un peu en retard, mais vous avez rappelé les chiffres, on est les derniers de la classe au niveau de l'Europe. Donc, allons-y, quoi. Poussons les portes. On est au bas du tableau. On est au bas du tableau. La porte étant ouverte, il faut pousser. Voilà. Madame Lestrade? Oui, bien sûr. Moi, c'est le paradoxe, finalement. Nous sommes dans un pays égalitaire, enfin, qui prône l'égalité, et de devoir mettre en place voilà, des procédures pour que les femmes puissent accéder à certains postes. Donc je le regrette, je partage ce que dit Madame la Lumière, oui, c'est vrai que c'est un peu humiliant, mais nous voyons bien que c'est le seul moyen d'y parvenir, puisque, vous voyez, dans les chiffres que vous avez donnés tout à l'heure, bon, on voit que les conseils généraux sont à la traîne, justement parce que cela n'existait pas. Et c'est vrai que c'est un petit peu dommage d'y arriver, enfin d'en arriver là, mais je crois qu'il n'y a pas le choix. Et c'est vraiment paradoxal en France qu'on doive en venir là. Madame Bactous, puis Madame Fruchard. Oui, alors moi, si je vous dis que je suis pas pour les quotas, tout ça, vous n'allez pas me croire. Hein, si je vous dis que je ne suis pas féministe non plus. Donc je suis tout ça. Ça ne me dérange pas de porter, par contre, ces étiquettes-là. Je suis féministe, mais j'aime bien les hommes, j'aime bien les femmes, voilà, je veux que le respect soit mutuel. Pour les quotas, oui, on en a besoin, encore un petit peu, s'il vous plaît, parce que la société n'est pas représentée, enfin, on a encore un travail d'éducation, on a encore pas que auprès des hommes. Attention, moi, vous avez cité le sexisme, le machisme, tout ça, mais la méchanceté, elle peut être aussi féminine. Il faut décliner aussi tout ça au féminin. Les pires attaques viennent souvent de femmes. Et de femmes qui ont à peu près le même âge, le même parcours que nous. Il ne faut pas aller chercher dans les anciennes, dans les mentalités anciennes. Et ces femmes trouvent ça valorisant d'être dans la méchanceté, dans la recherche de pouvoir. Moi, j'ai toujours cette image de Ségolène Royal quand elle voulait se présenter. Les coups, je ne sais pas si vous l'avez oublié, vous, pas moi, mais en tout cas, une certaine Christine O'Krent, j'avais d'autres noms, Anne Sinclair,
un trio, enfin, toutes ces femmes qui avaient le pouvoir en plus des médias et qui l'attaquaient, hein, c'était pire que les attaques des hommes, à mon avis, mon sens. Donc, c'est pas un hors-sujet que de le rappeler aussi. Il y a du travail encore. Hein, c'est comme nécessité de maintenir les feux rouges et de mettre un peu plus loin un radar et de continuer à éduquer, je crois. Merci. Belle image. Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec Latifa aussi. Je pense que ce qu'il faut qu'on se dise, c'est que ces quotas qui sont nécessaires maintenant, ce sont des étapes que nous devons franchir. Mais il nous les faut, ces étapes-là, parce qu'on ne peut pas passer de dizaines et de dizaines, de milliers de siècles de domination masculine, comme ça, en l'espace de 50 ans, à une égalité, une parité homme-femme. Donc il nous faut absolument ces quotas, ces étapes. C'est indispensable. Par contre, je pense qu'il faut être aussi pragmatique. C'est-à-dire que si on amène les femmes en politique, je suis désolée, mais les femmes, c'est aussi des mamans. Il n'y a pas forcément des papas fonctionnaires qui peuvent aider. Et ça pose un réel problème, et je pense qu'il faut qu'on accompagne ces quotas de femmes qui vont arriver, ça c'est certain, dans le milieu politique, et bien par des mesures très concrètes. Par exemple, on entend de plus en plus parler maintenant de haltes garderies, de crèches lors des réunions, le soir, ou des choses comme ça. Il faut aussi qu'on pense à ces détails pragmatiques, parce que la plupart du temps, quand on cherche à avoir des femmes sur nos listes politiques, les femmes nous disent « Ah ben non, moi j'ai les petits, hein, moi je peux pas... » Plus tard, c'est ce que j'ai fait moi aussi, plus tard, quand mes enfants étaient au lycée. Voilà. Mais parce que il y a ces problèmes pragmatiques qu'il faut aussi régler de pair en amenant les quotas et les femmes à la politique. Donc il faut penser à tout ça. Voilà. Madame Lalumière, le mot de la fin sera peut-être pour vous. Oh là là. Non, je ne prétends pas du tout de dire le mot de la fin, mais quelques remarques qui font suite au témoignage que nous venons d'entendre. Oui, globalement, il y a eu des progrès quand même. Bon. Mais je sors un tout petit peu du sujet, mais ça m'a frappé en écoutant mes collègues ici à la table, l'insistance avec laquelle certaines d'entre vous a dit « nous ne faisons pas de politique ». Nous sommes maires ou conseillers municipaux, enfin dans les municipalités, mais nous préoccupons de l'intérêt général de la population, mais nous n'appartenons pas aux appareils politiques et nous n'avons pas une attitude politique. Bon. Et je ne critique pas du tout. Simplement, c'est révélateur d'une situation actuelle, la désaffection à l'égard de la politique et à l'égard des partis politiques, à l'égard des professionnels de la politique. Bon. Or, la politique, c'est l'organisation de la cité ou du pays, mais enfin du groupe que l'on veut gérer, administrer. Bon. Donc la politique est inhérente à la vie sociale. Et malgré cela, nos opinions publiques, c'est vrai en France, mais également dans les autres pays, se détournent de plus en plus de la politique. Et que ce soit ici, plusieurs d'entre vous ont insisté sur ce fait-là. Alors, évidemment, vous me direz, ce n'est pas lié aux femmes, à la présence des femmes. Mais j'improvise, je n'ai pas du tout réfléchi longuement avant. Mais si les femmes se détournent, rentrent dans la vie publique, mais avec une méfiance à l'égard de la politique, ça signifie qu'en réalité, on va laisser la politique aux hommes. Bon. Et indirectement, on déserte les lieux où se jouent véritablement les grandes orientations. Et
je suis moi-même très critique à l'égard du monde politique et ne croyez pas que je suis béate devant les doctrines de l'un ou les doctrines de l'autre. J'ai mes préférences, bien sûr, mais enfin, par les temps qui courent, le sectarisme, franchement, en tout cas, c'est pas mon choix, c'est pas mon attitude. Mais je suis quand même, en tant que citoyenne, très préoccupée de la désaffection de la politique. Parce qu'on vire très vite au populisme et au n'importe quoi. Et on se met à pleurer, mais il est trop tard. Donc la politique, c'est quand même une activité noble, ou qui devrait être noble. Qui devrait être noble. Mais je serais désolée, je serais déçue si les femmes, avec un dégoût que je comprends, et qui par certains côtés est parfaitement justifié, se détourner de la politique, de la grande politique, en disant non, écoutez, franchement, je veux garder les mains propres, j'ai horreur de ces querelles, ces idéologies, ces idées, etc. Et je suis dans le domaine que j'aime, qui n'est pas un domaine de passion, d'intérêt, de méchanceté, de brutalité, etc. Je n'ai pas la réponse à ça. Je n'ai pas la réponse parce que la politique sont en pleine crise aujourd'hui. Ça, c'est vrai. Mais voyez-vous, concrètement, les femmes, le nombre des femmes a progressé dans les collectivités dont on a parlé, y compris dans les gouvernements, c'est vrai, mais dans les organisations internationales, pas beaucoup. Madame Armel Seité, vous avez rappelé qu'à l'époque, on avait dit que j'étais la première femme à avoir un poste d'exécutif. Il y avait eu Simone Veil qui avait présidé le Parlement, mais c'était très, très important, mais ce n'était pas un poste exécutif. Mais dans les postes exécutifs d'organisations internationales, c'est vrai, on ne devait pas être beaucoup, et aujourd'hui, il y en a très peu. Il y a un nom qui me vient à l'esprit, Madame Lagarde, oui, mais sinon, l'OMC, l'OCDE, les organisations des Nations Unies, en ce moment, il y a très peu de femmes. Madame Brundtland, peut-être, l'ancien Premier ministre de Norvège. Bon, mais enfin, grosso modo, les postes à l'échelle mondiale qui sont les plus significatifs sont toujours dans la main des hommes. Alors, je pense que là aussi, le plafond de verre, il n'a pas totalement disparu. Et je ne dirais pas que c'est le mot de la fin, mais j'ai écouté attentivement les interventions de tout le monde. C'était extrêmement intéressant. Je trouve encourageant, parce que dans l'ensemble, vous avez surmonté les obstacles qu'il pouvait y avoir et vous êtes à l'aise dans les fonctions que les électeurs vous ont confiées. Donc c'est positif, mais je crois que nous, les femmes, nous devons non pas être béates devant ce qu'on appelle la politique, politicienne, pas du tout. Mais il faut quand même que nous nous investissions peut-être pour la rénover, cette politique. Et pour que... il ne faut pas opposer le rejet de la politique avec les politiciens professionnels. C'est manichéen, c'est pas ça. C'est comment peut-on arriver à intervenir dans les grands choix politiques sans tomber dans les travers qui ont rendu la politique tellement impopulaire et insupportable. Et c'est difficile, mais je crois que les femmes, nous avons une responsabilité. C'est lié à la conception qu'on se fait des citoyens. Le citoyen, c'est pas un ignorant qui accepte tout ou qui rejette tout parce que c'est pas son problème. Les citoyens, c'est des gens qui cherchent à s'instruire, à comprendre et à œuvrer pour améliorer les situations. Et nous, les femmes, je pense que
Ça fait partie de nos responsabilités. Former des citoyens et éviter par-dessus tout la démagogie, le populisme, le laisser faire n'importe quoi en disant c'est pas mon problème, je n'y comprends rien. On risque de le regretter beaucoup dans un avenir peut-être pas très éloigné. Merci beaucoup, Madame Lalubière. Merci beaucoup aussi à toutes d'avoir accepté de participer à cette table ronde. Merci aussi aux intervenantes de la table ronde précédente. Et je crois que... Voilà. Un peu de douceur dans un monde d'hommes. Voilà, ce qui était prévu de vous amener... Voilà. Et donc quelques fleurs pour vous, pour vous remercier. Je laisse faire. Voilà. Et après, on aura une petite boisson... petite réception sans alcool à l'université, juste à l'extérieur. Voilà. Merci à toutes et à tous.